Bonsoir à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, je suis avec... Bonsoir. Donc, je suis avec Jean-Bernard Charblanc, donc le maire de Courzieux. Nous sommes à Courzieux avec une partie du conseil municipal. Nous venons de passer une après-midi très agréable à la découverte des nombreux projets de la commune. Je ne sais même pas si je me lance dans une liste tellement que j'aurais peur d'en oublier, mais entre le centre de santé, entre le parc de Courzieux que tout le monde connaît, la rencontre d'un agriculteur, tous les projets touristiques, la piste de trail, les douches qui vont être mises à disposition gratuitement, les parcours de VTT, la salle, la gare, enfin avec le projet de mobilité, et j'en ai oublié encore plein. Et puis surtout, on a vu également les projets qui ont été lancés il y a quelques années, comme le comptoir associatif, qui était un projet extrêmement ambitieux. Et franchement, au début, il fallait quand même avoir du courage pour le lancer, parce que c'est quand même un peu une organisation nouvelle et c'était risqué et qui fonctionne très bien. Et voilà, moi, ce que je retiens de la demi-journée, c'est vraiment la volonté à Courzieux de travailler l'animation et l'attractivité du village en cumulant à la fois la réponse aux besoins des habitants, mais également l'attractivité touristique pour faire tourner les infrastructures et les commerces. Et peut-être que c'est le cumul de tout ça qui fait, in fine, le dynamisme de la commune. Donc, Jean-Bernard, je te propose peut-être dans un premier temps, si tu veux, de te présenter et puis de dire un petit mot sur la commune. Et puis ensuite, on verra pour entamer l'échange avec ceux qui sont présents là physiquement ou en ligne. D'accord, oui, bonjour à tous. Donc, Jean-Bernard Charbon, donc je suis maire de Courzieux depuis 2014. Et donc, bienvenue à Courzieux. Je remercie Thomas de sa présence aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait la tournée de toutes les 41 communes de sa circonscription, ce qui est pas rien. Donc, malgré un emploi du temps des plus chargés, il prend quand même le temps de venir au plus près des habitants. Et je le remercie pour ça parce qu'il l'avait dit lors de sa campagne pour la députation et il le réalise. Donc, c'est plutôt voilà, c'est agréable de voir des gens qui respectent leurs paroles. Et du coup, ça permet d'échanger avec justement les habitants, les élus locaux et de faire remonter au niveau national les problématiques locales. Donc, merci pour ça. Et puis, voilà, du coup, on est là pour échanger sur des sujets à la fois locaux, si ça concerne Courzieux, je peux répondre, ou nationaux, voilà. Ou des fois ça concerne les deux sujets en même temps. Sachant qu'on a commencé un peu à discuter, là on a notamment parlé de l'accueil d'enfants handicapés, on a parlé du SNU, on a parlé des services de l'État et de aussi ce que faisait un député. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer directement au temps d'échange. Je vois que vous êtes une dizaine à être connectés en ligne. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour commencer ? C'est toujours au début beaucoup de timidité en disant qui intervient. Donc oui, je rappelle juste les règles de fonctionnement. Donc vous pouvez intervenir en allumant tout simplement votre micro. Je vois qu'il y a des personnes qui continuent à se connecter. Vous avez un petit chat où vous pouvez intervenir également en texte ou prendre directement la parole en activant votre micro. Et donc avec Jean-Bernard et les élus présents, on essaiera de répondre à vos éventuelles questions, propositions ou remarques. Est-ce qu'une personne souhaite... Mais c'est vrai qu'à Courzieux, tout va bien, donc ça se trouve, il n'y a pas de... Bonsoir. Je vais essayer de démarrer ma vidéo, si vous m'entendez bien. On vous entend, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, c'est bon. Bonsoir. Moi, je suis Marine de Macedo. Je vous contacte ce soir. J'aimerais intervenir ce soir car je suis salariée à la Mutuelle Petite Enfance à Saint-Laurent-de-Chamousset. Donc, nous gérons les relais d'assistante maternelle le gamin et la gamine, donc sur Saint-Laurent-de-Chamousset. Je sais que ce n'est pas forcément la commune de Courzieux, mais nous avons eu des familles qui nous ont contactés, qui sont de Courzieux et qui est à la recherche d'une assistante maternelle sur Saint-Laurent, Sainte-Foy, Mont-Roman, Brucieux. Et du coup, avec mon conseil d'administration, du coup, ce soir, j'interviens en tant que salariée de l'association. On voulait vous alerter sur la situation qui était très, très compliquée dans les monts du Lyonnais. Et en fait, c'est aussi national sur les modes de garde. Donc, en fait, nous, dans notre territoire rural, dans nos... Pardon, désolé, il y a mes enfants à côté. C'est dans le thème de la discussion. Voilà, c'est ça.
sur l'accueil du jeune enfant. Donc, du coup, dans notre territoire rural, on a beaucoup de familles qui tu descends, s'il te plaît. Je suis désolée pour ça. Du coup, on a beaucoup de familles qui travaillent sur Lyon, sur Saint-Étienne. On a aussi beaucoup de personnel agriculteurs, beaucoup de personnel soignant. Et en fait, du coup, les assistants maternels partent à la retraite et ne sont pas remplacés par des nouveaux agréments. Les accueils collectifs comme les crèches ou les garderies périscolaires ne pallient pas sur ces amplitudes horaires. Et du coup, on voulait alerter sur cette situation-là ce soir pour savoir si les élus, vous aviez bien conscience de cette problématique qui est… voilà, je pense à Courzieux, vous avez eu quelques fins d'agrément aussi pour les assistants maternels. Et surtout, les assistants maternels, avec la crise du Covid, ne se sont pas sentis soutenus. Pardon. Et du coup, voilà, on voulait savoir si les élus, vous aviez des perspectives ou si vous aviez bien conscience de ces problèmes-là. Voilà. Alors, je peux commencer par répondre à la fois pour Courzieux et puis aussi, je suis une casquette, je suis vice-président à la communauté de communes du Pays de l'Arbrel, en fait, en charge de ces questions-là de petite enfance. Ah bah, ça tombe bien. Donc voilà, bien au courant du sujet. Et on est en plein dedans, effectivement, à Courzieux. On a passé l'autre jour une soirée avec mes adjoints à en discuter, avec une problématique qui est pas que locale, je pense, qui est nationale aussi. J'ai pas les chiffres nationaux, mais avec un vieillissement de la population aussi des assistantes maternelles et pas forcément avec un renouvellement, donc avec une perte d'effectifs. Et sachant que sur nos territoires, enfin en tout cas sur le Pays de l'Arbrel, c'est 70% des modes de garde qui sont des modes individuels. Donc c'est un vrai enjeu d'avenir, et avec une irrégularité d'une année à l'autre importante. Parce qu'on prenait l'exemple de Courzieux, effectivement, l'an dernier, les assistantes maternelles, j'en ai une dans la salle qui est mon adjointe, manquaient d'enfants. Et cette année, pour diverses raisons, une qui déménage, une qui arrête, etc., du coup, elles sont saturées. Et ça, on a un problème d'anticipation de ces choses-là. Donc, au niveau du Pays de l'Arbrel, ce qu'on va mettre en place, c'est une coordination petite enfance. On n'a pas la compétence petite enfance, mais on a la compétence coordination. Donc, on va déployer pour essayer de gérer un petit peu mieux ces modes de garde au niveau du territoire, et pas seulement commune par commune, mais au niveau du territoire complet. Et puis, moi, j'espère avec un rôle un peu d'anticipation, justement, parce qu'aujourd'hui, on subit, on se dit, tiens, d'un coup, il en manque, ou d'un coup, il y en a trop. Il faudrait pouvoir l'anticiper pour mettre en place des moyens. Alors, nous, pour revenir sur Courzieux, on a deux pistes de réflexion. C'est la création éventuellement d'une maison d'assistance maternelle, une MAM, ou d'une crèche, ou micro-crèche. Enfin, là, c'est des choses qu'on est en train de regarder, surtout qu'on est sur plutôt une dynamique de croissance démographique, donc qui risque de nous amener de nouveaux enfants. Donc, c'est une bonne chose, mais il va falloir qu'on mette en place les modes de garde associés pour y répondre. Et donc, en complément, alors moi, effectivement, j'ai bien en tête qu'au niveau national, il y a une décroissance du nombre d'assistances maternelles. J'avais le chiffre de moins 10% en 10 ans quasiment, et on en ressent bien les conséquences sur les territoires. Alors, je trouve que tout l'enjeu, c'est de trouver la complémentarité entre les modes de garde traditionnels, type crèche, micro-crèche, et les assistantes maternelles, sachant que sur le territoire de Saint-Laurent-de-Chamousset, là, c'est la communauté de communes qui a la compétence en la matière. Et donc, il y a des crèches, notamment, qui existent. Il y a même des micro-crèches maintenant qui sont faites. Notamment, j'ai en tête la micro-crèche de Duerne, par exemple, qui a été ouverte récemment sous forme d'une SPL. Mais c'est vrai que les maisons d'assistantes maternelles… Pardon de vous couper. On est bien en lien avec la communauté de communes des Monts du Lyonnais. Ils ont bien conscience de ça pour accompagner. Mais c'est vrai qu'on voit qu'avec la crise du Covid aussi, ça accentue. Et en fait, c'est pas suffisant. Les assistants maternels, elles se sentent vraiment dans leur profession, dans leurs problématiques. Et c'est vrai que c'est moins vraiment de faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que je me permets d'être désolée de vous couper. Mais parce que, voilà, Non, vous faites bien, d'autant plus qu'au-delà du mode de garde, ce qui est important, c'est d'avoir des capacités d'accueil dans les communes rurales, notamment pour le maintien des écoles primaires, puisque souvent, quand il n'y a pas de mode de garde dans les communes rurales, les gens amènent leurs enfants dans les bourgs-centres et n'inscrivent plus de fait la fratrie dans l'école primaire du village, ce
ce qui met les écoles en tension. Et moi, je peux vous dire que ma vision, c'est que plus il y a des assistantes maternelles, mieux c'est, parce que pour la collectivité, c'est assez lourd à gérer, hein, les crèches, micro-crèches. Hein. Moi, j'ai souvenir, par exemple, que pour la communauté de communes des Monts du Lyonnais, le financement, c'était de l'ordre de 4 000 € par place. Et alors que c'est énormément aidé, et par an, hein, et alors que c'est énormément aidé par la CAF et par d'autres. Voilà. Par contre, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que beaucoup d'entreprises, d'organisations nous font part de difficultés à recruter. Est-ce que le sujet des assistantes maternelles aussi, c'est pas aussi la disponibilité de personnes pour faire cette fonction? Peut-être parce que c'est pas assez attractif, parce qu'il n'y a pas assez de personnes formées. Comment vous voyez les choses? Nous, on voit surtout que c'est compliqué. C'est un métier qui est très contraignant. Là, on l'a vu aussi avec le Covid, hein. Elles ont accueilli les enfants des personnels prioritaires en dépit de leur peur, de leur santé, de leur famille aussi. Et par rapport au confinement, tout ça. Et nous, on voit aussi que c'est très compliqué au niveau des agréments, qu'en fait, c'est très compliqué déjà au niveau des formalités pour les parents employeurs, tout ça, c'est beaucoup de calculs. Donc, on accompagne beaucoup les familles aussi en ce sens. Et on voit qu'au niveau des agréments aussi, au niveau du suivi des assistants maternels, les services de PMI, elles ont un très, très grand territoire et elles ne peuvent pas être de partout non plus. Elles ont beaucoup de missions. Et en fait, je pense que déjà, si on simplifiait beaucoup les choses, ça pourrait être déjà un métier plus attractif et vraiment de valoriser. Nous, on essaie de le faire au quotidien auprès des assistants maternels. On a encore un projet là, inter-relais avec la communauté de communes pour valoriser le métier. Mais c'est vrai que là, en fait, elles arrivent à une lassitude. Voilà, on veut valoriser le métier, mais même elles, voilà, c'est compliqué aussi pour elles. Et du coup, on voulait vraiment alerter au niveau, Oui, il y a un livre là-dessus. Je suis au niveau des élus pour. Excusez-moi. En plus, j'ai la connexion. Donc, ok. Et il y avait une intervention aussi dans la salle. Oui, je voulais simplement dire au niveau, comme le disait tout à l'heure le maire, il y a un an et demi de ça, on avait pas d'enfants à garder sur Port-Vieux, à savoir qu'on a un agrément quand même pour 4 enfants et des contrats pour 6 enfants, mais on a rarement 6 contrats. Et au niveau tarif, je veux dire au niveau salaire, si on n'a pas assez d'enfants à garder, et on n'a pas un salaire énorme. Ouais. Donc, et c'est ça aussi qui fait qu'on reste pas. Il y a des assistantes maternelles qui ne restent pas assistantes maternelles. Il n'y avait pas assez d'enfants à Courzieux pour justifier. Ouais. En fait, on était nombreuses. Là, en fait, il y en a en un an et demi. Voilà, il y a des assistantes maternelles qui ont pris de leur retraite. Ouais. Et elles ont encore leur agrément qui court, mais parce que ça dure 5 ans, mais ouais. elles sont en âge de retraite, donc elles prennent leur retraite. Et du coup, là, effectivement, on se retrouve maintenant avec beaucoup d'enfants et on n'arrive pas à satisfaire la demande. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si on est complète, on a assez d'enfants, et ben très bien, on a un salaire d'aplomb, on peut payer des impôts. Mais si on n'a pas d'enfants, et ben on ne paye pas d'impôts parce qu'on n'a pas un salaire. Et justement, c'était un peu ça le rôle de la communauté, c'est d'avoir une vision, une sorte de planification du nombre d'enfants qui arrivent pour voir la cohérence entre l'offre et la demande. Mettre en adéquation l'offre et la demande en termes en numérique et puis en répartition géographique aussi, parce qu'il y a peut-être des choses à gérer aussi au niveau du territoire, un peu plus, voilà, au niveau des accueils des jeux d'enfants. Et aussi la promotion du métier, si c'est important, effectivement. On va le faire au niveau, mais c'est important de le faire à plus grande ampleur, je pense. Ouais. Parce que si je comprends bien le système, donc il y a 2 modes. Il y a soit le mode de garde classique des crèches. Là, c'est la collectivité qui porte, qui fait l'effort de contractualisation avec la CAF ou autre, pour ensuite avoir un prix final pour le parent, et c'est relativement simple. Alors que quand on a une assistante maternelle, là, en gros, c'est aux parents de faire les démarches administratives pour se faire aider financièrement. Et donc, c'est un peu plus compliqué pour les parents sur ce mode de garde. C'est ce que vous disiez, Marine, je crois, si j'ai bien compris. Le parent est employeur, en fait. Oui, le parent devient employeur, donc c'est un peu plus compliqué. Et sur les agréments, c'est le département qui les donne. C'est la PMI. Ouais. Okay.
Et sur on ne peut pas ne pas parler des maisons d'assistance maternelle qui permettent justement peut-être de donner une meilleure visibilité de l'offre qui existe et de… Moi, je pense que c'est surtout, peut-être que madame sera plus compétente que moi pour répondre, mais c'est surtout un mode de travail qui est plus attractif pour les assistantes maternelles. Souvent, l'assistante maternelle, quand elle est assistante maternelle en même temps qu'elle élève ses propres enfants, elle le fait à domicile assez facilement. Ouais. Après, quand elle le fait à titre plus professionnel, le fait de le faire dans une MAM avec d'autres collègues, c'est quand même plus sécurisant et plus attractif. Hein. Enfin, voilà, je parle sous votre contrôle, mais je pense que c'est un peu ça qui… Oui, c'est une évolution. Les maisons d'assistants maternels, c'est vraiment une évolution du métier. Et beaucoup, voilà, quand les enfants grandissent, sont collégiens, comme vous dites, elles préfèrent partir en MAM. Sauf que c'est très compliqué parce que les MAM doivent répondre à des normes, plein pied, une certaine surface, un extérieur. Et du coup, là, il y a 2 MAM justement sur Brucieux. Et du coup, sur une autre MAM, là, sur Haute-Ivoire, où les locaux ne sont plus aux normes, donc on doit déménager, mais ça demande énormément, la commune répond présent, mais ça demande de l'investissement parce qu'il faudra faire de la création de locaux parce que ce n'est plus aux normes. Et c'est vrai que c'est une évolution du métier. Mais je tenais à dire qu'en fait, la garde d'enfant, on voit surtout le bébé, enfin voilà, garder l'enfant ou garder. Mais en fait, c'est un maillage tellement énorme. Il y a des familles, des parents qui ne veulent pas de 2e enfant ou de 3e enfant, qui ne veulent pas agrandir la famille parce qu'ils ne savent pas comment faire garder leurs futurs enfants qui ne sont pas encore conçus. Enfin, c'est des tissus, des maillages tellement énormes. On parle de la baisse de la natalité. Les assistants maternels, nous, elles sont en train de le ressentir sur certaines communes, qu'elles n'ont plus de travail. Je rebondissais par rapport à l'intervention. Et c'est vrai qu'en fait, les modes de garde, voilà, ça touche après aussi les écoles, parce que s'il y a peu d'enfants, les classes ferment. Je pense que c'est vraiment un problème voilà, très, très large, et c'est pour ça qu'on souhaitait vraiment vous alerter ce soir et que le message passe aussi pour essayer de vraiment l'avoir en tête et avoir des perspectives pour travailler ensemble et pour mieux voir ce métier aussi, mieux montrer et voir ce métier. Bon, en tout cas, le message est bien passé. Si vous avez des pistes, des fois des choses à améliorer, que ce soit au niveau local ou national, n'hésitez pas. Récemment, par exemple, on avait été alerté sur les personnels, alors sur un autre sujet qui travaillait dans les ADMR, dans l'aide à domicile. Il y a eu, par exemple, des efforts financiers, on va dire, importants qui ont été faits en la matière pour renforcer ces métiers de l'aide à domicile. S'il y a des démarches similaires sur les assistantes maternelles, n'hésitez pas à nous dire. En tout cas, merci de l'intervention. Alors, je ne sais pas si quelqu'un en ligne souhaite intervenir, ou alors si on peut peut-être prendre une question dans la salle. Alors, on a déjà abordé pas mal de sujets. Je ne sais pas si quelqu'un veut aborder un nouveau sujet, en parlant bien fort, si possible. J'avais une question, si j'en ai une. Au niveau des individus qui s'attaquent à ceux qui nous font notre sécurité, comme la police, aux pompiers, ce problème-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est réfléchi Donc, je me permets de reformuler la question. Oui, c'est Daniel. C'est ça. Daniel nous posait la question de dire comment protéger ceux qui nous protègent, enfin, notamment en pénalisant davantage ceux qui font notre sécurité, donc tous les corps en uniforme, policiers, gendarmes, pompiers, etc. Donc là, d'autant plus qu'il y a eu des manifestations récemment, notamment de policiers qui ont mis en valeur ces sujets. Alors, on a souvent mis en cause, on va dire, il a été souvent mis en cause la question de la justice sur ces questions, mais depuis quelques années, il y a des directives qui ont été passées au procureur, et la justice alors on peut toujours se poser la question s'il y a assez de places de prison, si la justice est assez ferme, mais elle a été quand même durcie quand on s'attaque, on va dire, aux policiers, gendarmes, pompiers, etc.
Voilà, peut-être qu'il faut encore aller plus loin. Je pense qu'il faut aussi surtout veiller au délai entre la faute, le délit et les faits. Voilà. Je trouve que on s'attarde souvent à la dureté de la sanction, alors que son exécution rapide est aussi, à mon sens, un élément très important. Enfin, presque ça compte davantage, parce que quel est le sens d'avoir une sanction au bout d'1 an ou 2 ans? Ce qui compte, c'est que quand on fait un espèce et jugé, tout de suite, au bout de quelques semaines, on en paye les conséquences. Ensuite, on a voté une loi récemment sur les questions de sécurité. Notamment, il y a eu le fameux article 24 sur le fait de filmer ou pas les policiers, qui a fait beaucoup polémique. La loi, elle a plein de sujets extrêmement intéressants sur les polices municipales, sur la meilleure articulation de tous les acteurs de la sécurité. Le ministre de l'Intérieur tenait au fait d'interdire, on va dire, de filmer les policiers ou gendarmes dans le but de leur porter atteinte, c'est-à-dire de dire sur les réseaux sociaux, regardez-le, lui, il a frappé des manifestants, allez chez lui. Bon, vous avez vu que ça a créé pas mal de polémiques et finalement, les choses sont en cours de réécriture. Ensuite, il y a tout l'équipement matériel pour protéger policiers et gendarmes. Et puis, il y a l'éducation, sans doute. Enfin, on parlait tout à l'heure du SNU. Je ne sais pas si de ton côté, tu voyais ce qui est, à mon avis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que malheureusement, on est dans une société où la violence a tendance à s'accroître, on va dire. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse. Ouais. Alors. Ouais. Et un truc qui est vivant. Ouais. Travailler avec la boulante, ouais. Les gendarmes, ouais. Les gendarmes ont bien une location dans leur lieu de travail, ont bien une ouais. dans leur lieu de travail. Je pense que le phénomène vraiment existe. Faut vraiment, par contre, qu'on arrive, à mon sens, à rester le plus rationnel possible sur la bonne évaluation du phénomène. Parce que ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a le miroir grossissant des chaînes d'information en continu qui fait que quand il y a un phénomène, pendant des heures et des heures, c'est visible. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un épisode la semaine dernière ou en début de semaine de la femme qui était dans la rue avec son fusil. Enfin, bon, là, on en a beaucoup parlé. Il y a un gendarme vraiment de manière héroïque qui allait la sauver, etc., j'allais dire, et puis surtout faire en sorte qu'elle ne menace personne. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, un incident comme ça, peut-être que le Progrès ou le Pays du Coin en aurait parlé, mais ça ne serait pas passé le soir au JT. Là, tout de suite, on en parle. Tout de suite, le commentateur dit « Oh oui, c'est révélateur de l'insécurité qui s'installe en France, etc. » Moi, dans les monts du Lyonnais, j'ai en tête plusieurs faits divers, dont graves, enfin, qui n'ont jamais fait l'objet d'une telle… Et quand on regarde le nombre de policiers tués en service, alors là, j'ai plus les stats en tête, mais il me semble que dans les années 80-90, on était encore à 40 par an. Enfin, je demande vraiment de prendre avec des pincettes. Là, quand on en a 10-20, c'est vraiment trop. Un mort sera toujours en trop, mais on est quand même… il faut qu'on arrive à regarder de manière extrêmement rationnelle la violence et faire attention aux effets grossistes. Parce que malheureusement, dans notre société, il y aura toujours un résidu de violence. Et peut-être que le confinement ajoute aussi un peu au fait qu'il y a de l'énergie, il y a de la tension dans la société. Donc, il faut qu'on arrive à canaliser cette violence le plus possible. Ouais. Après, il y a peut-être des nouvelles mesures à imaginer. Par exemple, l'autre jour, moi, je réfléchissais à une mesure. Je sais pas encore si elle est bien ou pas. C'était juste en termes je me disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains peuvent aller en prison un peu en disant pour 3 mois de prison, si j'ai pas grand-chose à faire dans ma vie, presque ça me fera une expérience et je reviendrai en disant j'ai fait 3 mois de prison, je suis un dur. Moi, je me pose quasiment la question des fois si il faut pas faire cofinancer la prison aux détenus, quitte à les faire bosser un peu et faciliter ce truc-là. Je me pose aussi une autre question, c'est je me demande si pour les petites incivilités du quotidien, il ne faut pas doter les maires d'une capacité de prescrire des travaux d'intérêt généraux sous le contrôle de la justice. C'est-à-dire que toujours,
Si quelqu'un il a tagué quelque chose lui prescrit, il peut aller porter recours en disant non, j'ai pas fait voilà. Ça pourrait être peut-être des mesures aujourd'hui qu'on s'interdit, qui pourraient être totalement. Moi, en tant que maire, je me souviens avoir eu des tags ou des WC vandalisés. J'ai monté des dossiers mais ça a pris des fois 18 mois, 2 ans pour juste. Enfin, entre-temps, bien sûr, on avait réparé les WC, on avait effacé le tag. Là, je me dis que peut-être ça fait peut-être partie des petites mesures qu'on pourrait imaginer. Ça serait intéressant. Voilà. Dire, voilà. Après, le maire, c'est sûr que quand il inflige des FIG, il se met aussi en avant, mais bon. Oui, c'est pas la partie sympathique du job, mais bon, c'est important de le faire de manière un peu pédagogique quand même. Ça fait peut-être partie d'un point. Puis dans tous les cas, il y a les moyens de la justice. Il faut savoir qu'on est un des pays qui investit le moins dans sa justice. Hein. J'ai en tête quasiment que par habitant, on met un budget 2 fois moins que les Allemands. C'est de mémoire, c'est 8 ou 9 milliards d'euros par an, enfin une dizaine de milliards. Enfin, je vous demande de prendre avec des pincettes ce que je dis là, je n'ai pas le montant exact. Et donc, il faut qu'on ait une justice performante qui puisse avoir des temps de jugement, on va dire, rapides. Et je pense que la justice, c'est un des sujets qui a été délaissé peut-être depuis une vingtaine d'années. Et c'est peut-être l'ensemble de ces mesures qui permettront de canaliser au mieux la violence qui existera toujours malheureusement dans la société. Il n'y avait pas, parce que ça allait être de la provocation. Ouais. Alors, ouais. Alors, la question qui est posée, c'est est-ce que sur les zones où les gendarmes ne vont pas, etc. Là-dessus, je tiens à apporter 2 précisions. Des fois, effectivement, quand on a des policiers ou gendarmes qui sont face à une situation qu'ils jugent compliquée pour à gérer, par exemple s'ils se font caillasser ou autre, la stratégie qu'ils ont, c'est de dire on ne va pas forcément à l'affrontement, on repart, mais on revient en fin d'après-midi avec des moyens. Mais généralement, enfin, dans tous les quartiers, si ça se passe en zone rurale, il y a quand même une réponse qui est apportée. Mais par contre, s'ils se jugent pas en sécurité, il ne faut pas tout de suite. Et deuxième point aussi que j'entends souvent sur les rodéos, les rodéos sont punis aujourd'hui. On a d'ailleurs durci l'arsenal à ce sujet-là. Par contre, quand il y a un rodéo, la stratégie française, contrairement aux anglo-saxons, ce n'est pas de s'interposer physiquement avec le véhicule, mais c'est plutôt de ne pas créer le suraccident et donc de prendre l'ensemble des relevés pour ensuite judiciariser. Il y a beaucoup de rodéos qui donnent des suites judiciaires, alors que les Américains, les Anglais, eux, enfin notamment les Américains, sont plutôt à faire des poursuites, mais parfois ça crée des suraccidents. Et c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie non plus. Mais en tout cas, il n'y a pas d'impunité sur les rodéos, contrairement à ce qu'on peut entendre. Toutes les enquêtes ne vont pas au bout. Mais il y a une volonté quand même de la police et de la gendarmerie française de ne pas créer de suraccidents. Je trouve que c'est quand même plutôt une stratégie, alors certes, qui médiatiquement offre moins de belles images que la moto qu'on arrive à coincer avec la voiture de gendarme ou de policier, mais qui évite quand même malheureusement, les policiers et gendarmes doivent protéger également celui qui est auteur des faits du rodéo, enfin, qui met aussi. Voilà. Donc voilà, réponse incomplète, mais je vois en ligne, il y a Manon, je crois, qui souhaite intervenir également. Bonsoir à tous. J'aimerais intervenir parce qu'en fait, c'est que là, en ce moment, au niveau de la ligne entre Lyon et Rouen et Lyon et Bourg-en-Bresse, on a eu beaucoup de soucis cette semaine, surtout des agressions sur des contrôleurs de la SNCF. Et là, il faut vraiment qu'ils mettent un peu de sécurité dans les transports parce que là, ça ne peut plus durer. Okay. C'est une ligne de train, c'est ça? Oui, tout à fait, entre Lyon et Bourg-en-Bresse et Lyon et Rouen. Ok. Parce que là, on a vécu, il y a 2 jours de ça, une agression sur un contrôleur de train sur le retour. Et entre Lyon et Bourg-en-Bresse, c'est pareil, donc ça ne peut plus durer comme ça. Vraiment, enfin, peut-être trouver des solutions. Alors, c'est un train, c'est un TER, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors, pour être franc, vous me collez un peu sur qui est en charge de la sécurité dans les TER, parce que je crois qu'il y a une police ferroviaire de mémoire.
Voilà, il y a une police ferroviaire, ouais. Et c'est pas des policiers et gendarmes, on va dire, des brigades territoriales qui sont dedans. Et la région avait fait pas mal d'annonces sur les éléments de sécurisation du train et a dû déployer des moyens également. Donc, là-dessus, ce qu'on peut faire, nous, c'est pousser l'info à la région pour voir ce qui peut être fait. Voilà. Avec le recul, il y a vraiment plus d'agressions. Enfin, c'était quoi? Ça s'est passé quand, ces agressions? Cette semaine, on a eu, il y a 2 jours de ça, sur le retour entre Rouen et Lyon-Perrache. Et entre Lyon et Bourg-en-Bresse, c'était hier. Ok. Bon, ok, donc bien noté. Ça peut plus durer comme ça, vraiment. Enfin, tu trouves des solutions parce qu'ils ne sont pas restés comme ça. C'est impossible. Ok, bien noté en tout cas. Merci du retour. Il y avait Olivier également, je crois, qui a levé la main. Bonsoir. Bonsoir Jean-Bernard, bonsoir Thomas. Olivier de Rosard, donc moi je suis adjoint à Vaugneray, on s'est rencontrés lors de la visite récente. Et donc, mais je suis originaire de Courzieux, donc je suis toujours avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe à Courzieux. Et Jérôme des Rosards, c'est de la famille, non? Est-ce que je connais un Jérôme? Non, ça n'a rien à voir. Jérôme? Oui. Ah oui, c'est mon cousin, oui. Ah, c'est cousin. Qui travaille dans l'informatique ou dans les… Oui, qui est à Paris, qui travaille dans l'informatique. Voilà, parce qu'il se trouve que dans le cadre de différentes activités, je l'ai vu et il m'avait dit qu'il était du coin. Voilà. Donc j'en profite, des Rosards, il n'y en a pas beaucoup. Ah non, il y en a très peu, on les connaît tous parce que c'est la dernière famille de Rosards en France. Donc on les connaît tous. Vous lui passez le bonjour. Sans problème. Oui, donc moi je voulais surtout déjà, je me réjouis du nouveau dynamisme de Courzieux, parce qu'effectivement, depuis que Jean-Bernard a pris les rênes, ça a quand même pas mal bougé. Vous avez parlé tout à l'heure du comptoir, enfin, des commerces qui rouvrent. Et puis, Jean-Bernard, tu as dit qu'il y a un dynamisme de croissance démographique qu'on peut observer effectivement. Bon, en fait, la question que j'avais, c'est concernant, avec tous ces nouveaux habitants, ce qui est important aussi, c'est le terme de mobilité, c'est les dessertes de transport, parce que les routes sont déjà pas mal saturées. Et en termes de transport en commun, est-ce que c'est maintenant des compétences de la CCPA, je pense, c'est savoir si vous avez eu des infos sur le nouveau schéma de transport et qu'est-ce qui est prévu en termes de desserte sur le secteur. En fait, du coup, la CCPA va entrer au futur établissement public qui va remplacer le Citral, en fait. Donc, oui. Ça va être le cas prochainement. Donc, et va devenir aussi autorité organisatrice de mobilité, donc en termes de tout ce qui est mobilité douce. Donc, voilà, ça sera au 1er juillet. Donc, en termes d'adhésion, on va l'appeler le Citral, parce que je crois qu'elle sera le nom. On attend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'échanges qui ont lieu en ce moment. La CCPA va cotiser avec le versement mobilité notamment, qui va être donné au Citral. En retour, on attend des services. Donc, il y a déjà des projets de lignes qui vont être mis en place. Alors, pour l'instant, c'est autour de l'Arbrel, au départ de la gare, notamment pour desservir les zones d'activité ou autres. Mais on en attend beaucoup, notamment autour de la desserte ce qui nous concerne la vallée de la Brévenne, en fait. Donc ça, c'est la première chose. On travaille de concert avec eux. Alors pour l'instant, c'est que on n'est pas encore adhérent, donc on fait que des projets. Et puis il y a une étude qui attaque aujourd'hui en profitant alors j'ai bouffé le nom du programme. C'est financé par l'État, une étude qui sera au niveau du territoire pour étudier notamment en priorité la ligne ferroviaire en fait de la vallée de la Brévenne et puis le contournement aussi de l'Arbrel là au niveau routier. Mais on va avoir une étude objective en fait sur la prolongation de la ligne de train. Tout à l'heure avec Thomas, on s'est arrêté justement au cours de l'après-midi sur le terrain de la gare de la Giraudière. On a évoqué ce projet de prolongement de tram-train. C'est vrai qu'aujourd'hui on a eu un discours d'élus du Citral et de la métropole
qui nous ont dit, donc le vice-président, hein, qui a dit que si le tram-train devenait compétence Citral, la prolongation de la ligne de tram-train jusqu'à la Giraudière ferait partie des projets prioritaires. Donc ça, c'est plutôt on peut l'espérer. Aujourd'hui, c'est des paroles. Et aujourd'hui, le tram-train, il est de compétence régionale, il n'est pas de compétence Citral. Ouais. En tout cas, ça va évoluer pas mal donc, sur le fonctionnement. Et tout à l'heure, on parlait de l'impact de la loi dans nos vies du quotidien. Là, c'est dans la loi mobilité de 2019 qu'on a un article qui vote l'extension du Citral à l'ensemble du Nouveau-Rhône. Puisque normalement, les syndicats se font par adhésion des collectivités. Sauf que là, on observait une adhésion à la carte, on va dire, des communes. Et dans l'Ouest lyonnais, il y en a qui étaient, d'autres qui n'étaient pas. Et il y a même des communes qui étaient traversées par des bus rouges sans être adhérentes du Citral, mais comme elles n'étaient pas adhérentes, les bus ne s'arrêtaient pas. Et donc, après concertation avec les élus locaux notamment, on a décidé de mettre cet article qui prescrit le nouveau Citral sur l'ensemble du Rhône, donc à la fois métropole et Nouveau-Rhône. Et donc, l'ensemble des communautés de communes sont en train de délibérer pour formaliser ceci. Et donc, si je comprends bien, la communauté de communes, ça sera cet été pour sa compétence d'organisation. Et le Citral, je crois qu'il y a un objectif de mise en route au 1er janvier 2022, c'est ça. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y aura une mise en cohérence de l'offre publique de transport. En tout cas, pour les bus, il n'y aura plus les bus bleus, les bus rouges. Il y aura une seule organisation qui va gérer tout ça, donc un seul ticket. Et par ailleurs, j'espère que dans la zone plus rurale, on va bénéficier des tarifs et des organisations des TCL d'une certaine manière. L'application pour voir où est pour voir la carte, une cohérence, on va dire, dans les cartes, et puis des contrats de bus, on va dire, qui se font à des tarifs plus négociés que ce qu'on a pu connaître, on va dire, dans le Nouveau-Rhône. Et donc, j'espère que l'offre de transport va s'améliorer. Juste un point d'information qui me semble important. Sur 100 € du budget du Citral, il y en a à peu près un tiers, c'est les tickets. Un tiers, c'est la subvention des collectivités. Et un tiers, c'est le versement transport des entreprises. Donc, le ticket qu'on paye, souvent, ce n'est qu'un tiers du coût réel du transport. Le tiers, c'est les collectivités, et le troisième tiers, les entreprises. On peut espérer qu'en adhérant au Citral, il y a une certaine mutualisation de moyens, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir 1 € d'investissement pour 1 € de cotisation, mais qu'à un moment donné, il y aura peut-être des années où on va peut-être cotiser et puis ne pas avoir d'investissement, mais que sur des gros projets, on aura quand même la puissance du Citral derrière pour permettre de faire des grosses réalisations et en bénéficier sur de longues années. Ouais. Après, l'enjeu sur le territoire, c'est en ce qui concerne Courzieu, en tout cas, c'est la vallée de la Brévenne qui restera l'axe. Bien sûr. Et après, c'est voir comment on peut rabattre les gens sur cet axe. Donc, soit le tram-train, soit ça peut être une ligne de bus sur un modèle. Moi, j'aime bien citer cet exemple là, qui marche bien dans les monts du Lyonnais, la ligne du 2X, et pour avoir un cadencement régulier et comment dire, une desserte rapide de la métropole, parce que si on met plus longtemps en car qu'en voiture, on prend la voiture. Et donc, pour ce qui concerne Courzieu, donc pour descendre sur la Giraudière, donc outre le traditionnel voiture, on a un projet qui va sortir cet été de parc de vélos en location, en fait, type Vélove, en fait, avec un parc de 5 vélos électriques à assistance électrique qui permettra de relier Courzieu à la Giraudière, à la fois que ce soit pour prendre des transports en commun ou aller chez les professionnels de santé qui s'y trouvent ou au auto-commerce. Voilà, c'est bien. Ça va se mettre en place. Super. Il n'y a pas peur que les gens louent beaucoup de vélos pour descendre à la Giraudière et que dans l'autre sens. Oui, mais s'il n'a pas de voiture, il va bien falloir qu'il remonte à Courzieu. En vélo électrique, ça va. Voilà. Ouais, il y a tellement de projets qu'on n'a pas pu évoquer tous les projets de Courzieu, alors j'en profite. C'est vrai, celui-là, je ne l'ai pas cité. Et alors, donc là, c'est la communauté de communes qui gère ça? Alors du coup, le projet, en fait, il était mature il y a 1 an. Et comme la communauté de communes prend la compétence mobilité douce au 1er juillet, il a été décidé de l'inscrire dans les projets communautaires. Et comme le projet a plu, parce qu'il était en fait un petit peu innovant et sur une commune rurale, donc la communauté de communes va le financer à titre expérimental pour voir ce que ça donne, quitte après à ce qu'il soit étendu sur d'autres communes. Ok. Et c'est une entreprise qui vient vous fournir le parc à vélo, les vélos? Oui, c'est un prestataire. Un prestataire
qui va fournir le matériel, assurer la maintenance et puis fournir les applications mobiles pour pouvoir faire les réservations. Et ça sera donc pour faire ce trajet Alors après, les vélos, ils sont pas sur des rails. Hein. Ouais. L'objet, c'était surtout de relier nos deux gros hameaux que sont Courzieux et Giraudière. Ouais. Et après, avec les vélos, on peut aller où on veut. OK. Bon, bah. Merci pour toutes ces réponses, Jean-Bernard. Et puis, bonne réussite dans tes projets. Merci, Olivier. À bientôt. Ouais. Merci pour la question. Bon, il nous reste encore un peu de temps. Je vois qu'en ligne, il y a quelques autres personnes qui se sont connectées, mais il y a des mains qui se lèvent. Alors, je crois que c'est Manon qui souhaite à nouveau prendre la parole. Manon, on t'écoute. Par contre, il faut activer le micro. Alors, ouais, juste, le micro est désactivé pour l'instant. Ah, ça y est. En fait, c'est que moi, j'ai fait une demande avec la Maison du Rhône pour avoir une carte d'invalidité que j'ai reçue. Et en fait, on a une seule gare qui est totalement très, très bizarre parce qu'en fait, c'est qu'en gare de Tara, il y a le panneau assistance pour les PMR. Sauf que quand on demande l'assistance, eh ben, ils nous la refusent. Et c'est-à-dire l'assistance, ça se passe comment? C'est un bouton sur lequel il faut appuyer ou... En fait, il y a un service à appeler 48 heures avant et on réserve l'assistance pour être pris en charge dans les gares PMR. Okay. Et en gare de Tarare, c'est une gare PMR puisqu'il y a le panneau qui le notifie à l'entrée de la gare. Et sauf qu'ils nous refusent l'assistance. OK. Et ça, c'est la SNCF qui gère ça, alors, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ouais. Et vous avez essayé de faire une réclamation à la SNCF ou... Ah, mais on leur a dit, hein, mais il n'y a rien à faire. Ouais. Bon, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se rapprocher soit de la SNCF, soit de la mairie de Tarare pour faire passer le message. Parce qu'en tout cas, le panneau dans la gare est bien affiché pour les prises en charge. Parce que, donc, si je comprends bien, en gros, c'est-à-dire, donc, vous vous inscrivez sur un site internet et le jour de votre arrivée, il y a quelqu'un qui devrait vous attendre et vous aider à faire dans le train. Ouais. OK. Ça marche. Et pourtant, à Tarare, il y a bien le panneau à l'entrée de la gare prestation d'assistance. Et quand on leur demande, ils nous disent bah non, ils ne prennent pas les PMR. OK. Bon, on le note pour se renseigner à ce sujet. Et vous, Manon, vous êtes comme mobilité réduite, vous êtes je suis à 100%. Sur un chariot, ça se passe comment? Sur un fauteuil? Moi, je suis en béquille et fauteuil. Béquille et fauteuil, OK, ça marche. Donc, effectivement. OK. Bon, on a noté le sujet. Merci en tout cas pour le retour. Ouais. Ah, c'est pas la mienne, c'est c'est pas la même que cette commune, celle-ci, ouais. Bon. Ouais. C'est sûr qu'il voilà, y a aussi cet objectif, on va dire, d'accessibilité, on va dire, dans les modes de transport. J'ai peut-être une question, du coup, un peu générale sur les collectivités. Donc, en le précédent mandat, on a eu beaucoup de réformes territoriales. Les régions, les cantons, etc. Est-ce qu'il y a encore des choses, est-ce que c'est le Covid qui a stoppé un peu tout ça? Est-ce qu'il y a encore des choses à attendre ou c'est stabilisé pour un certain temps? On se posait souvent la question de l'échelon départemental, de sa pérennité. Alors effectivement, sur le dernier quinquennat, il y avait eu à la fois des baisses drastiques de financement qui avaient été commencées d'ailleurs sur le quinquennat Fillon, la baisse de la DGF notamment. Et puis les réformes de périmètre des collectivités au travers de la loi NOTRe, ça voulait dire nouvelle organisation territoriale de la République, avec les grandes régions, les grandes communautés de communes, des questions effectivement sur l'avenir des départements. Au début du quinquennat, il y a eu deux points donc, qui ont été annoncés par le président de la République devant les maires. C'était la baisse de la DGF, la suspension de la baisse de la DGF, donc la dotation pour les communes, et deux, une certaine pause, on va dire, dans l'organisation, dans la réforme territoriale permanente, puisque toutes ces réformes entraînent aussi des coûts de structure et des instabilités, des nouvelles organisations à chaque fois à trouver, des nouveaux logos, des nouveaux sièges. Enfin, dans le cas, par exemple, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on se retrouve avec 2 sièges, ou d'autres organisations, d'autres régions, c'est pareil. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas, d'ici la fin de ce quinquennat, de réforme qui, j'en suis même quasiment sûr, en tout cas c'est ce qui est prévu, qui vise à obliger, on va dire, des évolutions de périmètre de collectivité.
Par contre, on a potentiellement dans les cartons une loi 3D, donc décentralisation, différenciation et déconcentration, pour permettre aux collectivités potentiellement d'évoluer sur certains périmètres, mais si elles le souhaitent uniquement. Je ne sais pas si tout le monde fait bien donc sur les 3D, peut-être pour expliciter. Donc, la déconcentration de l'État, c'est le fait de plus tout mettre, on va dire, à Paris, mais de mettre aussi des ressources, on va dire, dans les services déconcentrés de l'État, donc au niveau des préfectures notamment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la déconcentration. La décentralisation, c'est le fait de transférer des compétences de l'État aux collectivités. Voilà, parce que souvent, c'est mieux géré localement. Enfin, le cas, par exemple, des gendarmeries qui sont gérées par l'État ou des gendarmeries qui sont gérées par les collectivités, c'est vraiment flagrant. Les collectivités bichonnent leurs gendarmes, font des gendarmeries hyper adaptées, etc. Quand c'est géré par l'État, c'est un peu plus compliqué. Austère, ouais, ça a plus de mal à évoluer. Et la différenciation, c'est le 3e D, c'est la capacité de permettre à certaines collectivités d'avancer plus loin dans certains domaines, même si les voisines ne font pas pareil. Voilà. Par exemple, la collectivité alsacienne, les Corses, ou nous, on pourrait imaginer, par exemple, que la région et le département disent bon, bah, c'est bête que toi, tu gères les collèges, moi, les lycées, alors que des fois, c'est le même bâtiment. On pourrait se différencier dans notre région et faire en sorte que par exemple, la région gère l'ensemble des… Voilà. Bon, alors après, je ne vous cache pas que dans le temps où on est, il y a un embouteillage législatif, puisqu'il y avait déjà beaucoup de lois qui étaient prévues, et la crise sanitaire a pris beaucoup de créneaux législatifs pour voter toutes les législations, on va dire, d'urgence, pour reporter les élections, pour prévoir tout le plan de relance, pour la crise sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, etc. Et donc là, il y a un peu des arbitrages sur les derniers grands projets législatifs, on va dire, qui vont être votés sur ce quinquennat, mais la loi 3D, normalement, doit bien aller au bout. Elle va commencer à être étudiée au Sénat et elle arrivera à l'Assemblée théoriquement en septembre-octobre. Ensuite, elle repartira au Sénat en espérant qu'on pourra la voter d'ici la fin du quinquennat, mais en tout cas, pas de réforme imposée aux collectivités. Au niveau des GF, on n'a pas de crainte à avoir Au niveau des GF, normalement, il y a un engagement, on va dire, de non-baisse de la DGF. Je dis toujours normalement, parce que non, mais dans le nombre d'engagements qui ont été pris par l'État dans le passé, qui n'ont pas toujours été respectés, c'est pour ça que je parle toujours un peu avec prudence. Mais donc, le volume qu'on vote du montant de la DGF, on va dire, reste stable. Et la crise sanitaire a vraiment montré le rôle des communes pour être réactives, pour produire des masques, pour trouver des solutions, là, pour organiser des centres de vaccination. Donc, le montant global de la DGF reste stable. Après, il peut y avoir des transferts entre les communes en fonction notamment des dynamiques démographiques ou autres. Oui, donc, il peut y avoir des fois des légères baisses pour certaines et d'autres des légères augmentations. Enfin, mais ça reste stable. Et surtout, il y a une grosse, le paquet qui est mis en ce moment sur les subventions d'investissement, donc des ETR, des CIL, pour remettre du carburant dans l'économie du pays, pour faire de la construction, pour essayer de contrer les effets négatifs de la crise sanitaire. Donc voilà pour les collectivités. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question. Oui, très bien, merci. Très bien. Bon, moi j'en profite pour poser une autre question alors. Comme tu parlais des collectivités, mais j'ai plus ou moins la réponse en tête. Je crois que tu vas me dire que le projet est suspendu. À un moment donné, il y avait un projet de rapprochement des communes Besnay, Courzieux, Brucieux. Finalement, dans la réflexion je pose un peu la question, non, parce que c'est intéressant de savoir où vous en êtes. Finalement, aujourd'hui, dans la réflexion que vous avez pu avoir, vous vous dites, vous avez déjà le syndicat de la Giraudière qui permet de très bien gérer la Giraudière et qui est atypique, mais qui fonctionne bien. Moi, à titre personnel, j'ai pas à m'ingérer dans les affaires des communes et je suis pas sûr du tout que ce soit une bonne idée de faire ça, parce que on voit bien ici à Courzieux tous les projets que vous menez, il n'y aura pas forcément peut-être le même dynamisme si on fusionnait, on va dire, les 3 communes. C'est pour ça que je suis très prudent, mais j'en profite quand même pour te demander, pour savoir où vous en êtes de ce projet. Oui, bah, effectivement, ça avait été un projet à une époque qui a été abandonné. Pour l'instant, il est plus d'actualité, on va dire. Ça fait suite aussi
au fait que Bruxelles aussi travailler à changer de communauté de communes aussi en fin de mandat dernier pour finalement abandonner ce projet au dernier moment, alors quand tout a été bouclé. Donc, bon, c'est des raisons qui leur sont propres. Je ne veux pas me faire d'ingérence dans leurs affaires. Du coup, ça a compliqué un petit peu aussi le travail. Et puis, moi, je pars du principe que former une commune nouvelle, il faut le faire s'il y a un vrai projet commun. Le faire pour le faire, voilà, et on s'était pas vraiment retrouvé sur ce projet commun. Donc, du coup, voilà, il y a plus de contraintes que d'avantages. Aujourd'hui, comme tu dis, on travaille déjà sur le CIVOM de la Giraudière, qui est vraiment un très bel outil de mutualisation de moyens pour gérer un hameau, pour gérer de l'assainissement. Alors aujourd'hui, il a été transféré à la CCPA. Au départ, ça avait été créé pour l'assainissement. Mais aujourd'hui, on mutualise des moyens humains et matériels. C'est vraiment intéressant. Le matériel de voirie, notamment, qu'on ne pourrait jamais avoir seul. Ouais. Que là, à 3 communes, on peut se financer. Donc voilà, il faut être très pragmatique, à mon avis. Et aujourd'hui, ce projet est plus d'actualité pour nous. En tout cas, c'est bien de l'avoir étudié, même si la conclusion, c'est va. Et je pense que tous ceux qui passent à la Giraudière, encore, beaucoup pensent que c'est une commune en tant que telle. Et je ne sais pas si tout le monde a bien compris, la Giraudière, c'est 3 communes administratives différentes, mais qui s'allient dans un syndicat pour gérer les équipes de la Giraudière. Je ne sais pas si en ligne, il y a encore quelqu'un qui a une question. Sinon, on va tendre vers la fin de la réunion. Ou sinon, ici, physiquement, je ne sais pas si quelqu'un a une dernière question avant de conclure. On a déjà pas mal échangé. Oui. Ah, une dernière. Question qui concerne mon métier. Du coup, moi, je suis chauffagiste. Et donc, je travaille avec beaucoup d'installateurs plombiers qui ont un peu de mal, indépendants, des petits installateurs locaux, qui ont un peu de mal à se faire une part du gâteau, entre guillemets, de la transition énergétique. Parce que les moyens mis par les gros fabricants, enfin les gros énergiseurs, comment ça se dit, ne sont pas les mêmes qu'un plombier local. Il y a des gros dossiers à monter pour bénéficier des aides. Les gens qui bénéficient des aides ne sont pas toujours des gens qui ont la facilité de faire les dossiers, donc ils demandent aux boîtes de les faire, mais dans les plombiers, ils n'ont pas le secrétariat, les éléments. Alors, dans les grosses entreprises, ils ont le personnel qu'il faut, quoi. Donc, la grosse partie de la rénovation énergétique, a priori, se fait un petit peu avec les énergiseurs, enfin, les NJ et compagnie, quoi. Les grands énergéticiens. Énergéticiens, voilà. Et voilà, donc c'est un petit peu une plainte que j'avais, un retour qu'on m'a donné de vous expliquer pour. C'est pas évident, quoi. Non, je trouve que le sujet de la transition énergétique, c'est sûr qu'on le fait pour limiter le dérèglement climatique, mais c'est sûr que c'est une opportunité économique. Il faut qu'on veille à ce que il y ait bien des retours aussi pour les territoires. Alors, moi, plusieurs éléments de réponse. Alors, le premier élément de réponse, je trouve, c'est effectivement de simplifier le plus possible l'accès aux aides. Parce que je trouve que des fois, le fait de faire trop compliqué, c'est extrêmement anti-égalitaire parce que ceux qui savent bien remplir, qui connaissent bien les dossiers, ça va très bien pour eux. Et il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent en bénéficier et ceux-là restent dans la précarité énergétique. Et donc, il y a cet effort de simplification. Et là, pendant la crise sanitaire, on a montré que quand les conditions l'imposaient, on savait faire simple. Par exemple, pour le chômage partiel, ça a été d'une simplicité. Tous les chefs d'entreprise disent « Mais ce que vous avez fait pour la crise sanitaire, maintenant, il faut le faire tout le temps. » Donc, il faut sans doute que le pouvoir politique, on cadre beaucoup plus les administratifs pour leur dire, dans le cahier des charges, il faut que ça soit simple, rapide. Et le deuxième sujet, je trouve qu'il faut également que les professionnels et les territoires s'organisent pour essayer de voir comment bâtir des offres le plus possible cohérentes. Je sais qu'à l'échelle des Monts du Lyonnais, par exemple, il y a le parc Ecohabitat, qui est vraiment un bel exemple de fédération, on va dire, des offres d'indépendants qui n'ont pas forcément les moyens pour mettre en relation avec les demandeurs. Et il faudrait dans chaque territoire, en fait, un parc Ecohabitat dans l'idéal, parce qu'il y a vraiment cette volonté de dire
comment on fédère les professionnels, comment on les forme, comment on les met en relation avec les demandeurs. Je ne sais pas si toi, d'ailleurs, tu as l'occasion d'être référencé au Parc Éco. Non, je suis pas de ce côté. Ouais. C'est un peu loin. Ouais. Mais après, pour que je comprenne bien, c'est typiquement, c'est quoi? C'est pour changer une chaudière, pour faire de l'isolation Un particulier qui veut changer, c'est un dossier dingue pour bénéficier des aides. Ouais. Alors, tout le monde ne bénéficie pas des aides, mais ceux qui ont le droit. Et le dossier, pour avoir un ordre d'idée, il est gros, c'est-à-dire c'est une page. Il y a plusieurs choses à remplir avec plein d'éléments fiscaux pour bénéficier fiscalement assez bas. Et les gens ne sont pas toujours à la tâche. Et puis les grands groupes, sans doute, ont aussi des capacités commerciales pour faire du phoning, accéder à des fichiers. Facebook ou un autre réseau social. Et il y a une page en ce moment. Au niveau des professionnels, vous n'auriez pas moyen de dire ensemble, peut-être de vous fédérer pour essayer d'avoir une démarche commune. Enfin, je sais que ce n'est pas hyper simple, pour à la fois faire de la prospection et éventuellement avoir une ressource commune. Mais en tout cas, moi, ce que je note vraiment à mon niveau, c'est la simplicité des aides. Quoi. Enfin, Ce sera un crédit d'impôt simple, comme ça a été un temps. Et en plus, franchement, quand on fait compliqué, c'est souvent qu'on ne fait pas confiance aux gens, en fait. Donc, on veut vraiment qu'ils nous disent, voilà. Moi, je préfère qu'on soit dans une société de confiance, quitte à faire plus de contrôle derrière. Dire, voilà, j'ai changé ma chaudière, effectivement, ça pourrait être une simple ligne sur la... Mais par contre, qu'il y ait des contrôles pour la crise sanitaire, c'est ce qui s'est passé. C'était hyper simple. Alors, c'est sûr il y a eu des abus, mais maintenant, il y a des contrôles qui se font derrière et qui permettent de traiter une bonne partie des abus. Ok, bon, en tout cas, merci pour l'intervention. Je suppose qu'on a pris toutes les interventions, on a fait le tour, et puis je vois qu'il est 19h57, donc pour qu'on se tienne au timing. En tout cas, l'échange a été riche et a porté vraiment sur de nombreux sujets. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, merci aux élus de Coursier, en particulier à toi, Jean-Bernard, pour l'accueil qui était extrêmement riche, qui, au-delà de me permettre avec l'équipe d'être bien informé sur les projets de la commune, je trouve donne plein d'exemples de ce qu'on peut faire et parfois de petits points à améliorer. Donc, c'est vraiment très utile, on va dire, d'avoir cet éclairage, et je vous remercie d'avoir pris le temps. Oui, Fabienne. Ah, pardon, il y a une question encore qu'on n'a pas traitée. Monsieur le maire. Donc maintenant, on pose la question, lors du déménagement de la ville, quelles sont les démarches à faire? Et donc c'est une excellente question. Non, il n'y a pas de démarche particulière à faire. À part résilier ses contrats, et puis voilà, quoi. Souscrire à l'électricité, souscrire à l'eau, voilà. S'inscrire sur la liste électorale. Voilà. Mais c'est relativement simple, on va dire. Une fois qu'on a loué un appartement, on prend ses différents abonnements. Donc voilà pour la réponse complémentaire. Donc voilà, j'ai pu répondre très bien. En tout cas, voilà, encore une fois, merci pour l'accueil. Et puis pour terminer, Jean-Bernard, je te propose de dire le mot de la fin. Oui, écoute, ce sera rapide. Je veux surtout te remercier, toi et tes équipes, là, qui sont très, très dynamiques et performantes, d'être venus sur Coursieux, d'avoir pris le temps d'écouter un petit peu nos projets, et puis d'en avoir connaissance, et puis d'essayer de les soutenir autant que possible, quoi. Voilà. On compte sur vous aussi à ce niveau-là. Et puis, on travaille aussi au niveau national pour remonter un petit peu les doléances, enfin les remarques du territoire, et de les porter au niveau de l'Assemblée. Voilà, merci à vous tous. Merci, et je crois que maintenant on va goûter les excellents desserts de votre super boulanger à Coursieux. Là, Nicolas, on va goûter ça. Pour faire jalouser ceux qui nous regardent. Désolé, on ne peut pas les partager en ligne. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.